Je m'appelle Kayla Donovan et à 38 ans, je pensais avoir maîtrisé le jonglage entre la vie de mère célibataire et celle d'enseignante d'anglais au lycée dans la banlieue de Boston. Ce soir de réveillon de Noël, alors que je prenais un service supplémentaire pour corriger des copies pour une collègue dont le mari avait besoin de soins urgents, j'ai reçu un appel qui a tout fait voler en éclats. Ma fille de 17 ans est arrivée seule chez mes parents, les bras chargés de cadeaux et de sa tarte aux pommes maison, juste pour que ma mère lui lance un regard dédaigneux droit dans le visage. « Tu n'es pas ma petite fille. Dégage. » Elle s'est figée. Puis elle a pleuré, des sanglots bruts et choqués résonnant au téléphone alors qu'elle rentrait chez elle dans le noir. « Maman, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» murmura-t-elle, la voix brisée tandis que la pluie frappait le pare-brise. Mon sang n'a fait qu'un tour. Comment pouvait-elle? Après tout ce que nous avions enduré. J'ai claqué mon ordinateur portable, traversant à toute vitesse le trafic des fêtes, le cœur battant comme un tambour dans ma poitrine. Au moment où j'ai défoncé notre porte, elle était recroquevillée sur le canapé, toujours dans sa robe pull rouge, les larmes striant ses joues. Je me suis agenouillée, les serrée fort, sa petite silhouette tremblant contre moi. Ce n'est pas toi, bébé. C'est eux. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi, se reconstruisant en acier. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai envoyé un message à mon amie avocate Jordan, une seule phrase, « Occupe-toi de tout ». Puis, alors que les appels affluaient, 38 appels manqués de ma mère cette nuit-là, sa voix se brisant dans les messages vocaux. « S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît », ai-je tapé en retour, les doigts fermes. Tu ferais mieux de commencer à prier. 3 ans plus tard, elle est seule dans cette grande maison. Papa est à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Ma sœur a divorcé et est fauchée, mais sait se presser un peu. Si votre enfant a été traité comme ça par ses propres parents, que feriez-vous? Êtes-vous assez fort pour tout gérer? Commentez et faites-le moi savoir. Il y a 17 ans, tout s'est brisé pour de bon. J'ai grandi dans une maison ordonnée, de style split level, à la périphérie de Boston, le genre avec une clôture en bois blanche qui criait la banlieue parfaite. Mais à l'intérieur, j'ai toujours été la pré-pensée. 4 ans plus jeune que ma sœur aînée, Taylor Reed, qui ne pouvait rien faire de mal, elle a réussi tous ses examens, a été capitaine de l'équipe de football, et papa rayonnait comme si elle avait accroché la lune. Maman lui préparait ses cookies aux pépites de chocolat spéciaux après chaque match. Moi, je suivais, invisible. Au lycée, je faisais du bénévolat dans le centre communautaire local, aidant les enfants lors des cercles de lecture. C'est là que j'ai su que l'enseignement était ma vocation. Mais quand j'ai mentionné l'université pour les majors en éducation, papa l'a écarté. Tiens-toi à quelque chose de pratique comme le diplôme en commerce de Taylor. Suis mes traces. Maman a hoché la tête, ses yeux sur son livre de recettes. L'enseignement, c'est bien pour un passe-temps, ma chérie, mais ce n'est pas une carrière. Taylor, qui se prélassait à proximité, a juste souri. Ouais, Kayla. Tout le monde n'est pas fait pour le monde réel. J'ai continué malgré tout, en accumulant des bourses pour State University. La première année a défilé à travers un tourbillon de conférences et de sessions d'études tard dans la nuit. Le café du dortoir était amer sur ma langue. Sophomore automne, lors d'un mixé sur le campus, je l'ai rencontré, charmant avec ce rire facile qui me retournait l'estomac. Nous sommes sortis rapidement, trop rapidement. À la pause hivernale, je regardais 2 lignes roses sur un test de pharmacie, les mains tremblantes dans la cabine de la salle de bain. Il a disparu la semaine suivante. Pas de SMS d'adieu, pas d'explication, juste parti comme de la fumée. Serrant mon ventre, le cœur battant sous les lumières fluorescentes, je suis rentrée chez moi pour annoncer la nouvelle. Le visage de papa est devenu furieux dès que j'ai prononcé les mots. Tu es irresponsable, tu jettes ta vie comme ça. Il l'a aboyé à travers la table de la cuisine, frappant du poing si fort que la salière a sauté. Maman a murmuré, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que les voisins vont penser? Nous avons une réputation à tenir? Taylor s'est appuyé sur le cadre de la porte, les bras croisés, son sourire suffisant tranchant plus profondément que tous les mots. J'ai toujours su que tu allais faire une grosse erreur. Ils ont exposé les options comme un verdict. Arrête ça.
Ou donne le bébé, c'est ridicule. Tu n'y arriveras jamais toute seule, a grogné papa. Quand je suis restée ferme, la voix calme malgré le tremblement de mes genoux. Ils m'ont coupé net. Pas d'aide pour les frais de scolarité, pas de toit au-dessus de votre tête. Emballez vos affaires et partez, a dit maman, tournant le dos, les épaules rigides. Je me suis figée. Quel genre de famille tourne le dos à son propre sang? Mais je n'avais pas le choix. Attrapant un sac de sport rempli de vêtements et de livres, je suis sortie dans la nuit glaciale de décembre, la porte se fermant derrière moi comme un jugement final. Je me suis débrouillée depuis, d'abord dans un petit studio exigu en bordure de campus, survivant avec l'aide financière et les équipes de cafétéria, le ventre gonflé alors que les examens approchaient. Le travail a commencé à l'aube, un matin d'été humide. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et la sueur. Le premier cri de Mackenzie a percé l'air comme une promesse. Pas de visiteurs, pas de ballon des grands-parents. Juste moi tenant sa petite main, murmurant « On va s'en sortir, ma chérie ». Les premières années ont été brouillées en mode survie. Des petits boulots de tutorat payaient la formule et les couches, $200 par mois, si j'avais de la chance, pendant que je me préparais pour ma certification d'enseignement le soir, les yeux brûlants sous la lampe de bureau. Mackenzie traversait des cartes de révision, ses petits doigts pointant des mots comme « résilie ». Maman et papa, une seule carte pour son premier anniversaire, non signée. Taylor est passé rapidement, a reniflé le papier peint écaillé et est parti sans câlin. Tu t'en sors pas mal, je suppose, a-t-elle marmonné en sortant. 15 ans de cette isolation ont creusé des sillons dans mon âme. Faite seule avec des plats à emporter chinois, les questions de Mackenzie sur les autres grands-parents se tordant comme des couteaux. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que l'amour a des conditions qu'elle ne peut pas voir? Mais nous avons construit notre monde quand même. Son rire remplissant les vides. Mes plans de cours un bouclier contre la douleur. C'est alors que le ressentiment s'est durci, non pas en haine, mais en résolution. Un jour, je leur montrerai ce que signifiait la vraie force. Mais quand Mackenzie a eu 12 ans, les choses ont légèrement changé pour laisser entrer l'espoir. Elle devenait cette étincelle brillante, première de sa classe, griffonnant des histoires qui me faisaient gonfler le cœur. Un soir, autour de macaronis au fromage à notre table de cuisine, elle a levé les yeux avec ses grands yeux noisettes. Maman, c'est quoi grand-pa? On a des histoires de famille? Sa voix était douce, curieuse, tirant sur les cicatrices que j'avais construites autour de cette blessure. Je l'avais protégée des détails, mais combien de temps pourrais-je continuer à les peindre comme distants mais gentils? Vous sentez-vous parfois cette envie que votre enfant mérite le tableau complet? Peu importe à quel point c'est désordonné, j'ai pesé pendant des semaines, hochant la tête lors des réunions parents-professeurs. Finalement, j'ai cédé. Ils sont compliqués, ma chérie. Mais oui, essayons. C'est là que les dîners mensuels du dimanche ont commencé, des ponts prudents au-dessus du gouffre. Nous arrivions à leur maison coloniale dans la banlieue, l'allée bordée du SUV de Taylor, et je me préparais. Mackenzie serrait un dessin ou un rapport d'essai. Sa petite main moite dans la mienne. Au début, ça a marché, plus ou moins. Papa lui caressait les cheveux, lui demandait de ses nouvelles de l'école de cette manière bourrue. Maman lui servait des pommes de terre en purée supplémentaire, la vapeur montait chaude et beurrée, mais la fissure apparaissait rapidement. Taylor et son mari Dylan Walsh étaient mariés depuis 5 ans à l'époque, pas encore d'enfants, donc les feux de la rampe restaient sur eux. Puis 3 ans après notre fragile routine, juste au moment où Mackenzie atteignait 15 ans, Taylor a annoncé qu'elle était enceinte. Cody Ellis est arrivé en criant dans une pièce décorée de ballons bleus. Papa s'est illuminé comme si c'était son propre anniversaire, soulevant le paquet avant que les infirmières ne sortent. Regarde-le aller, une prise forte déjà. Dès le premier jour, ils ont refait leur monde autour de lui. Un fonds universitaire a été lancé avec $5 000 des économies de papa réservées uniquement pour Cody, des obligations cachées dans un tiroir. Maman a converti la chambre d'amis en extension de chambre d'enfants. Des petites affiches de baseball, un berceau qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Il venait nous rendre visite chaque semaine pour garder Taylor, le déposant avec des bonbons et des baisers. Mackenzie. Elle s'est encore estompée.
Son 13e anniversaire est passé avec un gâteau acheté en magasin par mois. Pas d'appel de maman. Pas de carte de papa. Ils ont dû oublier, a-t-elle dit, serrant ses genoux, les yeux baissés alors que nous allumions les bougies seuls. Cela a piqué, l'odeur de vanille se mêlant à la légère odeur de moisi de nos murs d'appartement. Quel message cela envoie-t-il à une fille qui assemble déjà pourquoi elle est l'outsider? À 16 ans, les dîners sont devenus des tortures rituelles. La table était mise pour 6, maman et papa aux extrémités, Taylor et Dylan flanqués de la chaise haute de Cody. Ma place vide attendait comme un fantôme. Mackenzie se serrait là où une chaise pliante, l'assiette en équilibre sur ses genoux. « Passe les petits pains, s'il te plaît », murmurait-elle, sa voix, polie comme toujours. Mais papa la regardait à peine, trop occupé à donner des petits pois à Cody. « Mange bien, champion. Cela te rendra grand et fort », gazouillait maman sur ses derniers babillages, ignorant la mise à jour silencieuse de Mackenzie sur sa victoire au concours d'écriture. Ce prix d'écriture régionale, elle a obtenu la première place, son histoire sur les secrets de famille, lui valant une plaque qui prenait la poussière sur notre étagère. « C'est bien, ma chérie », a dit maman une fois à mi-chemin avant de lancer la vidéo des premiers pas de Cody sur son téléphone. Taylor hochait la tête en parcourant ses emails. C'est un athlète naturel, tout comme Dylan. Aucune question sur les mots de Mackenzie. Aucune fierté dans son feu. Vous êtes-vous déjà senti invisible à votre propre table? C'est à ce moment-là que le ressentiment bouillonnait plus fort, bouillant sous chaque sourire forcé. Mais j'ai tenu bon pour elle. Je ne savais pas que tout cela se construisait pour cette nuit qui a fait craquer le barrage. 3 semaines avant ce Noël, l'appel est arrivé pendant ma pause déjeuner. Ma collègue a fait irruption dans le local du personnel, les yeux rouges, serrant un mouchoir. Le mari a une condition sérieuse. Il a besoin de soins constants à partir de maintenant. Elle avait été affectée à la couverture des fêtes, la pile interminable de dissertations que personne d'autre ne voulait. Sans réfléchir, j'ai proposé de le prendre. Va être avec lui. J'ai ça. Elle m'a serré fort, murmurant des remerciements qui flottaient dans l'air comme du brouillard. En tant que mère célibataire qui avait surmonté pire, je comprenais. La famille d'abord, toujours. Mais cela signifiait ajuster notre tradition. Ce soir-là, je me suis assise avec Mackenzie sur notre canapé usé, la lampe projetant de douces ombres sur sa table basse jonchée de devoirs. À 17 ans, elle était tout en longs membres et sagesse tranquille, ses cheveux noirs attachés en une queue de cheval lâche. Ma chérie, j'ai des corrections supplémentaires pendant les fêtes. Urgence familiale d'une collègue. Je vais devoir terminer après 22 heures. J'ai regardé son visage, me préparant à la déception. Tu vas bien aller à grand-mère et grand-père toute seule? Je les rejoindrai vers 22 heures. Elle a hoché lentement la tête, tripotant son bracelet. Bien sûr, maman, ils ont besoin de toi. Je me conduirai moi-même. Ça va. Un petit sourire a tiré ses lèvres. J'ai fait cette tarte aux pommes, je me suis assise à côté d'elle, la voix emplie de fierté. Tu sais, ce brûlement quand ton enfant rêve grand et que tu pries pour que le monde ne l'écrase pas. J'ai serré Mackenzie contre moi, inspirant la légère odeur de vanille de sa pâtisserie. Je suis fière de toi, toujours. Les semaines ont filé en mode préparation. Mackenzie a peaufiné sa recette de tarte tard dans la nuit. L'odeur de cannelle flottait dans notre appartement. Elle a emballé les cadeaux avec du papier froissé, nouant les nœuds aussi précisément que ses dissertations. Plus excitée que d'habitude, elle fredonnait des chants de Noël en pliant du papier de soie. « Tu penses que grand-mère aimera l'écharpe que j'ai tricotée ?» demandait-elle, la tenant à la lumière. J'ai hoché la tête, ignorant la torsion dans mon estomac. « Elle va l'adorer, ma chérie. » Le matin du réveillon de Noël. Je suis partie à l'aube, embrassant son front. Texte quand tu arrives. Appelle si quoi que ce soit. Elle a agité la main depuis la cuisine, la tarte refroidissant sur la grille, sa robe pull rouge moulant sa silhouette. Va conquérir ses papiers. À ce soir. Le trajet vers l'école a été long, les couloirs fluorescents bourdonnant du chaos de dernière minute. Des ornements épars roulaient sous les bureaux. Les rires des enfants résonnaient contre les casiers.
Vers 18h30, mon téléphone a vibré pendant un moment de calme. Je suis arrivée. La tarte est appréciée par oncle Dylan. J'ai souri, renvoyant un emoji cœur, l'écran brillant chaleureusement dans ma paume. Puis à 19h45, en pleine conversation avec un élève, il a vibré avec insistance. 2 appels manqués d'elle. Puis un SMS, peux-tu parler maintenant? L'angoisse a tiré froid dans mon estomac. Elle n'interrompait jamais le travail à la légère. Entrant dans le couloir vide, le linoléum grinçant sous mes chaussures, j'ai composé. Elle a décroché au premier appel, le souffle court. Maman. Sa voix s'est brisée. Le trafic bourdonnait faiblement en arrière-plan. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, le pouls battant la chamade. Je rentre à la maison. Une pause, un reniflement avalé. C'était horrible. Les mots ont défilé entre les essuie-glaces qui sifflaient rythmiquement. Elle était arrivée à 5P, la tarte chaude dans ses mains, les cadeaux empilés proprement. Maman a à peine hoché la tête, bonjour, disparaissant pour retourner à la cuisine. Papa a pris les paquets avec un grognement, les mettant de côté. Taylor, Dylan et Cody étaient déjà là. Cody faisait zoomer des voitures jouets sur le tapis, ses rires remplissant le salon. L'appel au dîner est arrivé, les assiettes tintant alors qu'ils se rassemblaient. La table brillait sous la lumière des bougies, dressée pour 6 personnes, maman et papa aux extrémités, Taylor et Dylan sur les côtés. La chaise haute de Cody au milieu. Ma chaise vide comme toujours. Mackenzie s'est tenue là, équilibrant son assiette. Où est-ce que je m'assieds? Maman a levé les yeux, fourchette à mi-chemin, tu ne restes pas sans toi, hein? Prends une place dans le salon. Pas d'excuses. Pas de déplacement de chaise. Elle s'est perchée sur le pouf, la fourchette grattant la porcelaine, les rires débordant de la salle à manger. L'anecdote de Taylor sur le dessin de jour de Cody a provoqué des éclats de rire. C'est là que Cody est arrivé en trottinant, les yeux écarquillés. Pourquoi tu manges toute seule, cousine? Avant qu'elle ne puisse répondre, Taylor est apparu dans l'embrasure de la porte. Viens, mon champion. Ton jus t'attend. Elle l'a entraîné, sans un regard pour elle. L'heure du dessert. Mackenzie a offert le couteau à tarte. Parfaitement. Je l'ai fait, cette croûte à la cannelle comme la recette de grand-mère. Maman l'a déclinée. Je garde les douceurs pour plus tard, ma chérie. Les enfants deviennent hyperactifs. Puis ils ont migré vers l'arbre, le papier d'emballage bruissant, les cris de Cody perçant alors que les rubans volaient. Pas d'invitation. Elle est restée figée. L'odeur de pain épaisse et moqueuse, les rubans scintillant comme des accusations. Finalement, elle n'en pouvait plus. Attrapant son manteau, son sac sur l'épaule, elle s'est dirigée vers la porte. Papa a levé les yeux d'un camion jouet. Neil part déjà. Et tes cadeaux sous l'arbre? Maman travaille tard, murmura-t-elle, la gorge serrée. Je ne veux pas qu'elle rentre dans un appartement vide. Maman a appelé depuis le canapé. Voix plate. Bonne route alors. Pas de câlin, pas de marche vers la voiture. Juste la porte qui se ferme derrière elle, l'air froid lui frappant le visage. Au moment où elle a terminé, ses mots se sont dissous en sanglots. Je pensais, peut-être cette année. Combien un cœur peut-il supporter? Ce coup au ventre, vous le connaissez. La rage a déferlé en moi, chaude et inflexible. Mais patience, aucun papier n'attendait. Rentre à la maison, ma chérie. Je termine bientôt. J'ai serré mon ordinateur portable, les mains maintenant fermes. C'est là que le plan a pris forme. 2 mois auparavant, un email d'un chasseur de tête était arrivé dans ma boîte de réception, poste de directeur dans un district en pleine croissance à Austin, Texas. Meilleur salaire, horaire flexible pour une mère célibataire dirigeant le curriculum en écriture créative. Je l'avais mis de côté, ne voulant pas déraciner Mackenzie en milieu d'année scolaire, mais maintenant il brillait comme une bouée de sauvetage. Les écoles d'Austin sont bien classées. Ses relevés de notes seraient transférés sans problème. L'université du Texas était de toute façon sur ma liste de rêves, avait-elle dit une fois, les yeux pétillants lors d'un road movie.
Au lever du soleil, alors que la lumière grise filtrait à travers les stores, elle s'est réveillée complètement, se frottant le visage. Et maintenant, maman? Je me suis assise à côté de son ordinateur portable, équilibré sur mes genoux. Nous avons fini de courir après leur approbation. Et si nous recommencions à zéro? J'ai cette offre à Austin, je dirige un programme d'écriture, plus de temps pour nous. Ses sourcils se sont froncés puis lissés. À travers le pays, une nouvelle école. Ils savent tout. J'ai hoché la tête, détaillant les vues du quartier sur les collines ondulantes, la scène artistique vibrante dans laquelle elle prospérerait. C'est grand, mais rester ici signifie plus de la même douleur. Elle s'est mordu la lèvre, puis s'est redressée. Je suis prête, maman. Fatiguée de faire semblant qu'il s'en soucie. La dernière fois l'a prouvé. Il ne me voit comme rien. Sa voix s'est brisée une fois, mais son menton est élevé. J'en ai fini d'attendre des miettes. Nous avons passé la matinée à brainstormer des listes de bagages griffonnés sur des serviettes, son enthousiasme débordant alors qu'elle recherchait des clubs pour adolescents à Austin sur son téléphone. Le club de débat là-bas semble génial. C'est là que nous avons rédigé l'email ensemble, les doigts volants sur les touches en tandem. Chère maman, papa et Taylor, ai-je tapé, elle se penchant près. Le soir du réveillon de Noël, alors que je remplaçais une collègue en crise, Mackenzie est arrivée avec sa tarte et ses cadeaux, pour entendre que tu lui as dit qu'elle n'est pas ta petite fille, et qu'elle devait partir. Nous l'avons dit clairement, les anniversaires oubliés s'empilant comme des dettes impayées, le fonds universitaire pour Cody, tandis que les dissertations de Mackenzie prenaient la poussière, les regards de côté incessants sur ses victoires. 17 ans à privilégier le lignage sanguin au sang, à la traiter comme une pensée secondaire à cause de mes choix. Mackenzie a ajouté son mot, mesuré. Je me souviens des pique-niques au parc quand j'étais petite, à rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Merci pour ça. Mais j'ai gagné une place à la table, pas des excuses. Nous déménageons à Austin. Fin janvier. Pas d'appel, pas de visite. Les portes s'ouvriront un jour si vous assumez les dégâts et nous traitez d'égal à égal. J'ai appuyé sur envoyer par courrier recommandé pour le suivi, irrévocable comme un contrat scellé. Puis, téléphone à la main, j'ai composé le dernier numéro que Martin m'avait donné. Enterré dans un email d'adieu, non lu par la plupart, mais sauvegardé par moi. Martin, c'était cela. Ce brevet que tu m'as poussé à déposer. Il est actif. Higand le veut. Appelle-moi. Il a appelé à 1h53 du matin. Il leur a fallu du temps, a-t-il rauqué. Cette voix familière, rauque, usée et calme. Ils t'ont viré avant la fusion, n'est-ce pas? 2 semaines avant, ai-je murmuré, toujours recroquevillé sur le canapé. Aucune raison? Aucune. Classique, a-t-il craché. Il pensait pouvoir effacer le tableau. Mais ce brevet, c'est la colonne vertébrale, Kayla. Toute la maison fonctionne dessus. Puis il m'a donné un nom. Lydia Alvarez, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle. Réputation de transformer les harceleurs d'entreprise en flaques d'eau. J'ai composé immédiatement. Alvarez. Je suis Kayla Donovan. Je pense que je possède quelque chose que Higand veut enterrer. Son rire était de l'acier froid. Oh, ma chérie. Tu les as par la gorge. Elle m'a dit de tout transférer. La lettre certifiée, le message vocal de Mason, les documents de brevets originaux. À midi, une autre enveloppe a glissé dans ma boîte aux lettres, cette fois du service RH de Higand. Leur ton était plus froid. Des allégations vagues concernant des matériaux propriétaires sur mon ordinateur portable. Des menaces voilées sous forme de rappel. Je l'ai envoyé à Lydia. Il bluffe, a-t-elle dit. Désespéré. Faisons-les transpirer. Pour la première fois depuis que j'avais reçu cet email de licenciement, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas remplaçable. Je me sentais armée. Lydia a rapidement exposé la stratégie. Higand est désespéré, espérant m'effrayer pour que je cède le brevet avant que leur fusion ne s'effondre complètement. Mais il est déjà trop tard. Arion ne se soucie plus de Higand. Elle a dit qu'ils veulent toi.
Ils veulent le véritable inventeur et ils veulent traiter directement. Mon esprit s'est emballé. Hier, j'étais juste une autre développeuse au chômage en survêtements usés et avec des factures en retard. Aujourd'hui, j'étais le goulot d'étranglement, le levier, la clé. J'ai rappelé Martin, ayant besoin de sa clarté, de son calme sous pression. Qu'est-ce que je fais, Martin? Ils offrent une indemnité de départ, des excuses, même un emploi. Sa voix est sortie comme de l'acier enveloppé de statique. Tu ne négocies pas avec des serpents, Kayla. Tu frappes. Ils t'ont jeté après que tu aies construit leur royaume. Maintenant, tu détiens l'acte du trône. Il avait raison. J'avais codé ce framework à travers des migraines, la chimiothérapie de ma mère, les éloges creux de Mason Caldwell et les sourires du conseil d'administration. J'avais construit leur avenir tout en survivant silencieusement à mes propres tempêtes. Ils ne méritaient pas ma pitié. Lydia a programmé une réunion avec Arion pour la semaine suivante, me prévenant de rester discrète jusqu'alors. Laisse Higgins sombrer, a-t-elle dit. Ils vont dépasser leurs mains. Elle avait raison. 3 jours plus tard, mon téléphone a vibré avec un nom que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. Priya. Nous avions partagé d'innombrables nuits blanches à déboguer des catastrophes avant qu'elle ne passe à la gestion intermédiaire. Sa voix tremblait. Isla. Mason m'a demandé de te contacter. Il veut régler les choses en silence. J'ai fermé les yeux, la colère et la tristesse se mélangeant comme de la statique dans ma poitrine. Ils l'utilisent maintenant comme ils m'ont utilisé. Dis à Mason de parler à mon avocat, ai-je dit, mon ton ferme. Et Priya, ne les laisse pas t'utiliser comme ils m'ont utilisé. J'ai mis fin à l'appel, les mains tremblantes, non pas de peur, mais de pouvoir enfin retrouver. Ce soir-là, Lydia m'a transféré un message de l'équipe juridique d'Arion. Ils étaient prêts à négocier directement. Pas d'intermédiaire, pas de Higgins, juste moi. La salle du conseil au bureau d'Arion au centre-ville de Seattle brillait de verre poli et d'acier inoxydable, un minimalisme masquant des milliards en mouvement. Je suis entré en portant le même blazer noir que j'avais l'habitude de porter lors des démonstrations de code. Mason Caldwell était déjà assis de l'autre côté de la table, la sueur assombrissant le bord de son col malgré sa posture soigneusement maîtrisée. 2 de ses avocats se tenaient à ses côtés, tous suffisants et silencieux. Lydia était assise à côté de moi, calme comme un feu contenu dans une bouteille. Mason m'a offert son sourire répété, celui qui lui avait valu des ovations debout lors de sommets tech et d'événements TEDx. Isla, content de te voir. Clarifions ça. Pas de drame, juste du progrès. Je n'ai pas parlé, le laissant remplir le silence de son optimisme nerveux. Il s'est lancé dans la nostalgie. Comment j'étais toujours si loyale, si implacable, comment il regrettait la façon dont les choses s'étaient passées. Il a poussé un contrat vers moi à travers la table, un paiement, un titre de consultant, une mention dans le communiqué de presse, tous les atours d'être toléré, pas valorisé. Fixons ce malentendu de brevet, a-t-il dit. Lydia n'a pas cligné des yeux. Malentendu? Vous voulez dire le brevet que mademoiselle Bennett détient entièrement? Je me suis penché en avant, chaque mot tranchant comme un rasoir et calme. J'ai construit ta plateforme, Mason. Chaque ligne de code, chaque correctif à 2 heures du matin. Pendant que tu faisais des essais de ta prochaine voiture de luxe, tu m'as viré par un email vide. Pas de sujet, pas de nom, pas de décence, et maintenant ton accord est mort parce que tu n'as jamais su ce que tu avais. J'ai sorti mon propre document, un avis de pourparlers exclusif avec Arion. Mason a regardé, le sang s'est retiré de son visage. J'ai souri juste assez pour être poli. Ce n'est pas une négociation, Mason. C'est une passation, et ce n'est pas moi qui transpire. Ils exploitent le brevet pour moi. Tu n'es pas dans l'accord. Le visage de Mason est devenu de la couleur du vieux papier d'imprimante. Ses avocats ressemblaient à quelqu'un qui avait coupé le cordon de leur contrat. Isla, attends, a-t-il commencé. Je me suis levé. Lydia, rassemblant déjà nos affaires. Bonne chance avec ton conseil, ai-je dit froidement. J'ai entendu dire qu'ils ne sont pas ravis. Nous sommes sortis, laissant derrière nous un silence si dense qu'il aurait pu briser le verre.
Je n'avais pas besoin de ses remords. J'avais son effondrement. Mon nouveau bureau chez Arion Technologies donne sur Elliott Bay. La ligne d'horizon de Seattle brillait comme l'avenir qui avait enfin prononcé mon nom. La plaque en acier brossé sur ma porte porte l'inscription Bennett, chef stratège pays, pas de junior, pas d'intérim, pas d'astérisque, juste moi. Il y a 3 jours, Arion a conclu l'accord. Ils ont acheté le brevet intégralement, puis m'ont offert un emploi avec un chiffre si stupéfiant que j'ai regardé pendant 5 minutes avant même de sourire. La prime à la signature seule a suffi à régler les dettes médicales de ma mère, mes prêts universitaires, et à laisser de quoi payer un acompte pour un condo avec du vrai soleil. Je ne fais plus de budget avec des flocons d'avoine. Pendant ce temps, Eigen Dynamics se désintègre. TechCrunch, VentureWire, même le journal rapporte l'effondrement, des poursuites en cours, le PDG Mason Caldwell sous enquête pour négligence criminelle, son empire se vidant dans les gros titres. J'ai reçu un message vocal de lui. 48 secondes de regret. Je ne l'ai jamais écouté. Je l'ai transféré à Martin avec une note. Moi 1. Il m'a renvoyé un cadeau d'un loup hurlant à la lune. J'ai ri, puis j'ai tout effacé. La voix de Mason n'a plus de poids ici parce que son monde est en cendres. Et j'ai allumé l'allumette. Maintenant, je me tiens dans mon bureau, café à la main, pas du café de station-service ou du mélange instantané, mais de vrais grains torréfiés par une coopérative locale tenue par des femmes dans la tech. Un luxe tranquille que j'avais autrefois jugé futile. Maintenant, c'est du carburant. Je ne me sens pas comme une reine sur un trône. Je ne me sens pas comme une destructrice. Je me sens libre. Libre du labeur qui a englouti mes 20 ans. Libre de voir quelqu'un d'autre obtenir le mérite du code que j'ai écrit à travers des migraines et des chagrins d'amour. Libre de supplier d'être vue. Je ne suis plus la fille en survêtement trop grand qui pleure sur des factures impayées. Je suis la femme qui a écrit la colonne vertébrale du système de Huygens et qui en a ensuite emporté l'âme. Maintenant, je construis quelque chose de différent. Pas seulement un code plus propre, mais un avenir plus propre. Huygens peut se noyer dans leurs stock options, leurs luttes intestines au conseil, leurs tournées de presse de gestion des dégâts. J'ai un avenir et il ne ressemble en rien à leur vision du progrès basé sur la réduction des coûts. Chaque matin, je marche dans mon nouveau bureau et cela me surprend toujours. Le bourdonnement tranquille d'un espace qui semble mériter. Le genre de calme que vous ne remarquez pas avant d'avoir vécu dans le chaos. Ce n'est pas juste un travail. C'est une vie que je ne me suis jamais laissé imaginer lorsque je déboguais du code avec des larmes aux yeux et des céréales périmées dans ma tasse. Parfois, je pense à mon ancien cubicule chez Huygens. La lumière fluorescente vacillante, l'affiche de motivation écaillée, la voix de Mason flottant au-dessus, faisant des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Cette version de moi, jeune, déterminée, effrayée, vit encore quelque part dans mes os. Mais elle ne conduit plus. La semaine dernière, j'ai trouvé une vieille photo rangée dans une boîte que je n'avais pas déballée. Une photo de vacances de l'entreprise de ma première année chez Huygens. Je suis à l'arrière, à moitié cachée, à moitié souriante, comme si je croyais encore que nous construisions quelque chose qui comptait. Martin est aussi sur la photo. Badge d'identité sur sa ceinture, comme toujours, souriant comme s'il savait comment tout cela allait se dérouler. Il a vu venir la tempête et m'a donné le parapluie. Maintenant, je reconstruis chez Arion. Oui. Mais plus que ça, un avenir où les ingénieurs comme moi ne sont pas effacés. Où les esprits brillants ne sont pas mis de côté pour faire place aux copains de golf de quelqu'un. C'est plus lent, mais c'est à moi. Les gros titres de Huygens s'estompent. Mason est probablement quelque part en train de préparer sa prochaine présentation. Ça m'est égal. Je ne suis plus en colère. J'ai terminé. J'ai mon café, mon chat Pixel dormant dans un rayon de soleil, et l'avenir qui s'est élevé des cendres dans lesquelles ils ont essayé de me laisser. C'est suffisant pour tous ceux qui ont suivi l'histoire. Merci. Vous avez marché avec moi à travers la trahison, vers la bataille, et vers un lever de soleil que nous avons mérité. Si mon parcours a eu un sens pour vous, appuyez sur le bouton d'abonnement. Restez avec nous. Nous partageons des histoires de courage, de justice et du jeu à long terme.
Car chaque frappe de touche, chaque combat silencieux peut construire quelque chose que personne n'avait vu venir.